On entend souvent que beaucoup d'associations partent au casse-pipe. Je sais pas, 50, 60, 80, 90% des associations se passeraient mal. Certainement à cause d'un partage mal cadré. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on aborde un petit peu les conditions des associations entre marchands. Comment on fait pour vraiment partager la marge, les tâches. Et on va discuter de tout ça sans filtre avec Pierre-Emmanuel. Salut Pierre-Emmanuel. Salut à tous, salut Ben. Bon, très bien. On est sur la chaîne du Cercle, vous savez, la chaîne du Cercle MDB, la chaîne des marchands qui font des opérations. On accompagne des marchands à réaliser des opérations et dans ce cadre-là, on a été amené à avoir beaucoup de membres qui faisaient des opérations ensemble ou séparément, des marchands extérieurs au Cercle, des associations diverses et variées. Et je pense que c'est aussi des questions que tu as souvent dans les discussions avec des membres ou des futurs membres sur l'association. Et qu'on puisse aborder tout ça tranquillement. Ouais, déjà, la première chose très simple, c'est que souvent, c'est vu comme un métier que tu fais tout seul, un peu loup solitaire, on en a déjà parlé. Et donc, c'est vrai que c'est un peu, tu vois, paradoxal de se dire « Ah, mais oui, en fait, c'est un métier que tu peux faire à plusieurs, en partenariat, quoi. » Et complètement. Et plus tu avances, je pense, plus tu te rends compte qu'il faut le faire en partenariat. Et ça, tu vois, c'est souvent sous-estimé, sous-coté, tu vois. On se dit au début, on va en parler, mais on n'a pas forcément l'argent, etc. Donc, c'est normal de s'associer. Alors qu'on se dit, après, j'aurais plus besoin, j'aurais le capital, donc tu vois, je peux le faire tout seul. Ouais. Donc, intéressant, je pense. Alors, effectivement, au démarrage, il y a plusieurs cas de figure. On a des gens qui ont beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent. Donc, on peut se dire, au démarrage, si j'ai pas beaucoup d'argent, je vais peut-être aller trouver des personnes qui ont de l'argent pour faire les opérations. Et puis, quand ça sera fini, entre guillemets, avec eux, que j'aurai plus besoin d'eux, je les ferai tout seul et puis ça ira. Alors, c'est une façon de voir les choses. Et de l'autre côté, les personnes qui ont de l'argent se disent peut-être, je vais commencer tout seul. Et puis, parfois, et je dis le cas parce que c'est arrivé plusieurs fois à des membres, ils galèrent tellement tout seuls qu'ils préfèrent finalement s'associer et ils vont faire plus parce qu'ils s'associent. On a tous les cas de figure. On a des gens qui veulent uniquement travailler seuls pour différentes raisons. Il y a des gens qui veulent uniquement travailler en association. Il y a des gens qui font un mix de tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais mon cas personnel et mon avis perso, c'est ensemble, on va plus loin, on va plus vite, très honnêtement. Et pour différentes raisons. C'est que là, on a parlé d'un point qui est l'aspect financier. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans l'association. Il y a pas mal d'éléments sur lesquels, en fait, on peut se complémenter et on peut s'aider. Et sur lesquels, en fait, ça va nécessiter probablement d'avoir des personnes qui vont nous aider. C'est pour ça, d'ailleurs, que si on fait le parallèle avec des business ou des entreprises classiques, on a différents collaborateurs avec des fortes compétences dans certains domaines. Alors, c'est des collaborateurs, mais ça pourrait être des associés qui vont être complémentaires et qui vont s'amener différentes choses. Si on parle un peu et si on rentre dans le détail, on a des personnes qui sont très fortes pour trouver des deals. On a des personnes qui sont très fortes pour gérer des travaux. On a des personnes qui sont très fortes pour monter des opérations, gérer tout l'administratif, la compta, etc., les moyens financiers. On a des personnes qui ont des fonds propres, qui ont de l'argent à mettre, forcément, donc le côté financier. On a des personnes qui ont beaucoup d'expérience et d'historique. Ça rentre en ligne de compte aussi, qui ont déjà fait cette typologie d'opération. Il y a des personnes qui sont très bons vendeurs, vendeuses. Et il y a des personnes qui sont un peu des très très bons chefs d'orchestre. Et ça, c'est sur un secteur en particulier. Puis si on regarde un peu plus largement et plus dézoomé, on a aussi des personnes qui opèrent sur d'autres secteurs, avec des typologies d'opérations différentes. Et d'autres secteurs avec des moyens de sourcing différents. Et en fait, si on réfléchit à tout ça, je me dis qu'en fait, s'il y a d'autres personnes qui font la même chose que nous, mais dans d'autres secteurs, on va peut-être faire plus d'opérations. S'ils sont meilleurs que nous sur certains points, on va peut-être gagner de l'argent parce qu'ils vont opérer plus vite et réaliser plus vite. Et donc, en fait, il n'y a pas que le côté financier, je pense, qu'il faut voir dans l'association. Donc, il y a plein de raisons en fait, de s'associer. Ça va être évidemment les fonds, les compétences, l'appétence de chacun. C'est vrai. Mais il y a aussi, ce que je vois souvent, c'est la motivation. Souvent, ce qui revient dans les rendez-vous que je vais faire, c'est oui, mais en fait, je suis tout seul, j'ai du mal à me motiver. C'est complexe en fait d'être tout seul, de ne pas avoir de collègues. En fait. Souvent, des profils type reconversion, qu'on fait souvent du CDI, qu'on bossait avec des équipes. En fait, ils se retrouvent du jour au lendemain tout seuls. Et en fait, la réalité, c'est qu'en entrepreneuriat, si tu fais rien, il se passe rien, quoi. Exactement. Tu es le chef de ton destin et le responsable un peu de ton activité. Et tu as raison de dire que le fait, si tu ne fais rien, entre guillemets, tu n'auras rien. Mais des fois, en fait, même quand tu es dans une opération et que tu es tout seul et que tu dois prendre des décisions, est-ce que j'accepte ou pas cette offre? Est-ce que je fais ou pas cette offre? Le vendeur qui me dit, on est à 500 000 et en fait, il en veut 515. Est-ce que je remonte mon offre à 515? Parce que mon bilan, est-ce que j'en suis sûr?
Et quand tu es tout seul derrière ton bilan Excel et que tu dois envoyer des sommes importantes, des offres, ou accepter des ventes qui te font baisser ou augmenter ta marge, etc., bah, des fois, tu n'es pas serein. Ouais. Et le fait de réfléchir à plusieurs, avec des associés, et je dis bien des associés, je ne parle pas juste de partenaires, parce qu'en fait, vous pourrez vous dire, oui, mais moi, les agents immobiliers, c'est mes partenaires, mon expert comptable, mon notaire, mon artisan, machin. Sauf que, bon, alors tant que vous ne l'avez pas vécu, c'est compliqué, mais quand vous avez engagé vos patrimoines perso, vos fonds personnels, je le redis toujours, les décisions ne sont pas les mêmes. Et à plusieurs, en fait, on est dans le même bateau, on est engagé à fond, on est entrepreneur, et tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est un peu difficile à le ressentir, à l'imaginer, mais je suis certain que ceux qui regardent la vidéo et qui sont dans ces situations-là, ils comprennent ce que je veux dire. Et donc, du coup, dans ces situations-là, les associés peuvent être des vrais miroirs, un peu des ping-pong de réflexion. Et on va pouvoir prendre, je pense, des meilleures décisions. Ok. Tout seul, c'est compliqué. Peut-être pour qu'on se rende compte un petit peu, toi, sur l'ensemble de tes opérations, si tu peux nous donner un pourcentage d'opérations que tu as fait en association versus tout seul, ça serait quoi? Là, j'avais fait un point, d'ailleurs pas pour cette vidéo spécifiquement, mais parce qu'on avait envoyé un dossier bancaire, il fallait faire un historique des opérations. Et sur les 25 opérations à peu près réalisées, j'en ai fait 7 tout seul. Ok. Je ne sais pas quel est le pourcentage du coup, mais, C'est pas large, énorme, ouais. mais plutôt en association. Et avec différents associés. Des associés one-shot sur des opérations. Des associés plus pérennes sur certaines structures. Des associations qui se passent très bien ou qui sont plus neutres ou qui se passent finalement des fois un peu moins bien. C'est aussi ça l'avantage dans l'activité de marchand de biens. L'association fonctionne sur des périodes courtes. Et je pense qu'il faut avoir ça en tête, contrairement à vous monter un resto, vous montez une entreprise X, Y, Z. Vous êtes dans le même bateau pendant 5, 10, 15 ans, 20 ans. Si ça part en vrille, la boîte, terminée, quoi. Ouais. Dans le marchand, finalement, on monte un projet. Ça se passe bien, tout va bien. Ça se passe mal, bah, on vend. On fait de la marge, on fait pas de marge. On perd même de l'argent. Bon, c'est pas le but, mais si on imagine que ça se passe très mal, etc., bah, on finit et puis on clôture la boîte. Merci, au revoir, bonne journée, et puis on continue. Ouais. Et ce côté-là, je trouve, c'est assez sympa parce que ça permet aussi de tester l'association. Il y a plein de façons, des formes d'association, on en parlera peut-être après. Ouais, justement. Mais ce côté short terme, court terme, il permet de ne pas s'engager trop, entre guillemets. Ouais, c'est ça. On reste en tant que marchand un gestionnaire de risque. Ouais. Et du coup, tu vois, le fait de pouvoir casser des associations assez facilement, ça limite aussi le risque de ce Ça côté-là, limite quoi. les risques de ce côté-là. Et on peut flirter sur une opération et on n'est pas obligé de se paxer ou de se marier jusqu'au bout, quoi. Ouais. Peut-être si on repart un peu sur les principes de base, ça serait quoi, tu vois, comment est-ce qu'on s'associe finalement en tant que marchand? Voilà, il y a plein de formes. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des formes sociales, des façons de s'associer complètement, mais globalement, quand on parle d'association réellement, on parle de rentrer au capital, s'associer en ce qu'on appelle en equity. On va prendre des parts sociales d'une boîte. De différentes façons, par des SEP, des sociétés en participation, quand des boîtes vont s'associer. On pourrait s'associer en achetant une opération en indivision, c'est possible aussi. On peut créer une structure ad hoc dédiée à l'opération ou dédiée à plusieurs opérations, où vous vous associez avec une personne ou plusieurs personnes, parce qu'on pourrait être plus que deux. On parle souvent de deux, mais finalement, on pourrait être plus. Donc ça, c'est un peu je dirais le contenant. Qu'est-ce qui va contenir notre association ou voilà, la base. Derrière, après, c'est quelle est la répartition de qu'est-ce qu'on fait dedans. Ouais. Et là-dessus, tu vois, comment on répartit et aussi qu'est-ce que tu as des bonnes et des mauvaises pratiques, tu vois. Ouais, bah, on a vu tellement de cas de figure que oui, on a des bonnes et des mauvaises pratiques qu'on délivre d'ailleurs à nos membres. Si on en donne quelques-unes, déjà, souvent les gens pensent que quand ils ont l'affaire, je dis bien l'affaire parce que tout le monde voit Avec son un L dossier. majuscule. Ouais, l'affaire avec le L majuscule, même le affaire en majuscule. Tu vois, Ouais. voilà. Ils pensent qu'ils ont le deal du siècle, le deal de l'année, ce qui est parfois vrai. Ils pensent que c'est fait. Mais pour moi, l'affaire, elle a beau être super, elle vaut pas plus que l'idée. Quand on pense à une idée de business, c'est une super idée de business, c'est la réalisation qui compte. Eh oui. Alors, peut-être que dans l'immobilier, l'affaire compte un peu parce qu'on pourra toujours trouver quelqu'un qui va la saisir parce qu'on voit l'immobilier, c'est plus palpable que des idées d'entreprise, etc. Néanmoins, l'affaire en elle-même, elle vaut un pourcentage peut-être, mais elle vaut pas 100% du tout.
Ce que je vois dans les, entre guillemets, dans les mauvaises pratiques, c'est que les gens survalorisent des fois ou surcotent un peu le côté j'ai trouvé l'affaire, j'ai été le côté développement, sourcing de l'opération, j'amène l'affaire, donc j'ai au moins 50, 60%, 70%. Voilà. Ça, c'est un truc que je vois fréquemment. A contrario, ce qui est souvent sous-coté, eh bien, c'est qui c'est qui va mettre les sous-sous. Qui c'est qui va mettre des fonds propres. Qui c'est qui va trouver du financement, parce qu'en fait, il peut mettre ses fonds, il peut aller chercher une banque, on peut aller chercher des financements extra-bancaires, il y a plein de façons de se financer. Et qui c'est qui va mouiller le maillot, et quand je dis mouiller le maillot, c'est aussi qui c'est qui met sa signature en bas de page, qui prend les risques associés à tout ça. Les risques, parce que si on va chercher un financement bancaire, on va souvent donner des cautions personnelles. Donc, on met sa garantie personnelle ou ses sociétés, si on a des sociétés un peu capitalisées. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que si l'opération se passe mal, chez qui l'huissier vient taper à la porte? Alors, je parle du pire cas de figure, c'est pas arrivé à trop de gens que je connais, mais ça pourrait arriver qu'il y ait une opération qui parte en vrille, puis qu'on vienne nous chercher en titre personnel. Et du coup, ça a quand même une certaine valeur. C'est bien d'avoir trouvé le bien, mais il y a ce côté-là aussi. Et donc ça, c'est, je dirais, un truc sur-côté, un truc sous-côté. Après, il y a toutes les autres tâches. Donc, on a parlé du sourcing, on a parlé du financement des fonds propres et du mode de financement. Mais après, il y a qui va gérer l'opération et l'opérationnel. Alors, ça dépend quel type d'opération c'est. S'il y a des travaux, qui va gérer les travaux? Qui va consulter les entreprises? Qui va s'assurer que tout se passe bien et coordonner tout ça bien? Qui va gérer la partie, je dirais, administrative et financière avec le comptable, avec la partie notariale, qui va gérer un petit peu les discussions peut-être avec les acquéreurs. Donc, sur cette partie commercialisation, qui est parfois déléguée à des agences immobilières. Donc finalement, même si elle est déléguée, on se dit, elle ne prend pas beaucoup de valeur, mais il faut quand même animer la commercialisation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste j'envoie 3 photos et un DPE à une agence et démerdez-vous avec un prix et puis vous vendez. Non, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, les retours des acquéreurs, est-ce qu'on peut changer des choses, les clients futurs, etc. Donc on a le sourcing, on a cet administratif, on a la partie financière, les fonds propres. Et je pense que quand on réfléchit un peu plus largement avec ces points-là, déjà, on a différentes pondérations à donner et on a une répartition qui n'est pas uniquement sur le bien en lui-même et sur l'argent, même si c'est une partie importante quand même. Si on devait peut-être donner un pourcentage de tout ça, tu vois, pour essayer d'avoir un ordre d'idée, si on considère à peu près, donc on a le développement, donc le sourcing de l'opération, on pourrait se donner 15-20%. On pourrait se dire que la personne qui va mettre les fonds propres et qui va aller chercher le financement, je pense qu'on peut là encore donner encore un 30-40% sur cette partie-là. Ensuite, on a la partie commerciale qui va peut-être être 10-15% et toute la partie opérationnelle qui va être encore le restant, alors en fonction de ce qu'on a dit avant, mais si vous avez beaucoup de travaux ou pas, ça va prendre une part plus importante. Mais je pense qu'un 20-25%, c'est quelque chose qui est cohérent, peut-être même un peu plus selon si c'est compliqué ou pas. Et le financement, plus ou moins. Donc avec ça, on a déjà un certain partage. Et ça nous permet de moduler peut-être en fonction des opérations. Tout ça, on peut le rédiger dans un pack d'associés. Et ça peut engager les uns et les autres sur leurs tâches respectives, leurs missions respectives. Et ça permet de balancer complètement et d'équilibrer, en tout cas, les relations et les deals entre des marchands. Ou des marchands et des financiers. Mais si on reprend l'exemple que je te donnais, et s'il y a des marchands qui nous regardent, qui se disent moi j'ai trouvé une super affaire, je vais complètement la gérer, je vais gérer complètement la structure et j'ai besoin peut-être que juste d'un financeur, fonds propres, machin, etc. Et quelqu'un qui est passif, qui va rien faire en fait, si on reprend un peu la matrice de calcul que j'ai donnée, on est peut-être sur du 60-40, 70-30. Donc 60 pour le marchand, ou 70 pour le marchand, et 30 ou 40 pour le financier. Néanmoins, peut-être le financier, c'est un gros montant, il va dire je veux un 50-50, ça pourrait être OK aussi. En tout cas, c'est pas un 90-10. Entre deux marchands qui vont s'associer, qui vont partager et les fonds propres et le financement, le sourcing, il y en a un qui le fait, l'autre il va gérer la partie opérationnelle, la partie financière, être à quelque chose comme 50-50, c'est pas déconnant. On peut discuter de la question 50-50 exactement, peut-être on va mettre 51-49 pour qu'il n'y ait pas de blocage, des choses comme ça.
Mais en tout cas, je pense que c'est des bonnes pratiques, je pense, pour s'organiser un peu sur l'association. Ok, est-ce que tu as des exemples peut-être de répartition de marge d'opération des membres, par exemple, auxquels tu pourrais penser comme ça instinctivement? Ouais, alors, je n'aurais pas demandé si on peut le citer, alors je vais peut-être pas citer les personnes directement, mais... Donne un peu les schémas types. Si je pense à des associations qui fonctionnent, alors on va prendre par exemple des associations long terme. Je connais, il y a plusieurs marchands dans le cercle qui sont associés long terme. Ce qu'ils ont décidé, c'est de faire 50-50 sur tout. C'est-à-dire qu'ils ont monté la boîte ensemble, ils font des opérations ensemble et ils avancent ensemble. Ils sont dans le même bateau et ça a bien marché au début, ça a bien marché par la suite. Ils ont dit on y va ensemble et on va faire 10 ans ensemble. Alors, ça pourrait s'arrêter, etc. Mais c'est parti comme ça. Donc ils partagent les fonds propres, ils partagent le travail de sourcing, d'opérationnel, d'administratif, etc. Peut-être qu'ils se sont répartis les tâches en interne à l'intérieur, mais ils partagent tout. Ça, c'est une façon de faire. On a des associés sur des opérations one-shot. Typiquement, des opérations peut-être qu'on a financées ou qu'on a trouvées dans le club deal, parce qu'il y a des associés qui se sont faits. Et généralement, les opérations qui ont été présentées dans le club deal, il y avait plutôt un besoin de financement. Si je prends de celle-là, besoin de financement. Donc, si on a un besoin de financement, ça peut être un besoin de financement total, c'est-à-dire qu'il y a le marchand A qui a l'opération et peut-être il a un peu de fonds propres. Le marchand B, il arrive avec beaucoup de fonds propres et pas l'opération, mais il va venir financer l'opération et peut-être aider un petit peu. Dans ces opérations-là, ça a été des deals plutôt assez équilibrés aussi, je pense 50-50, 60-40, peut-être des 70-30 maximum, entre celui qui apporte l'affaire et qui fait tout et l'autre qui finance. En fait, on revient sur les critères et les ratios que je t'ai donné un petit peu tout à l'heure. On a eu des opérations aussi où les marchands ont besoin d'expérience. Les marchands qui ont une opération trop grosse pour eux. Trop grosse financièrement, mais trop grosse de façon complexe sur la partie technique, montage, gestion. Je pense à des opérations où on a besoin de faire une vire. Et donc là, typiquement, on est associé avec un marchand qui est déjà expérimenté, qui a des fonds. Mais là, c'était plus une partie opérationnelle. Il avait besoin de gestion et d'aide, puisqu'il n'a pas beaucoup de temps. Et il ne l'avait jamais fait. Donc, on va l'accompagner là-dessus. Et donc là, on partage les fonds propres, on va aller chercher du financement, on gère tout l'opérationnel, mais il a sourcé le deal. Pareil, on arrive à retrouver un équilibre qui est à peu près de 50-50. Et des fois, c'est plutôt l'opération, elle est un peu grosse pour moi, j'ai jamais fait autant de lots, il y a 10-12 lots, j'ai besoin de me sécuriser un peu. Par contre, l'opération fait une très belle marge aussi, parce qu'il y a le pourcentage de marge en numéraire et en pourcentage qui est important. Qu'est-ce qu'on fait? 50-50, 60-40, vous allez m'aider, vous allez m'accompagner, vous mettez des fonds propres que je ne vais pas mettre parce que je ne les ai pas, vous allez chercher du financement que je n'ai pas. Bon, on arrive aussi, pareil, à balancer un petit peu, à trouver un équilibre. Donc ça, c'est un peu les différents deals qu'on a vus. Et je te parle d'associations à 2, mais des fois, il y a des associations à 3 ou à 4. Et par contre, si on vient un peu sur le côté, je dirais... contrebalancer un peu le tout beau tout rose d'association. Des fois, quand on est soit trop nombreux, 3, 4, 5 jamais vu, 4, ça peut arriver encore, 3, 4, il faut bien se répartir les tâches, il faut bien se répartir les rôles, il ne faut pas qu'il y ait de non-dit. Et toutes les tâches là, que j'ai listées un peu en amont et les parties, il faut qu'elles soient clairement identifiées, qui fait quoi, et que personne se sente la dernière roue du carrosse ou la personne lésée. C'est le pire truc qui peut arriver. Justement, c'est un peu la question suivante, c'est quoi les erreurs que tu peux identifier sur une association en général? Justement, c'est ce côté, je survalorise mon travail ou je sous-valorise le travail de l'autre ou la partie de l'autre. Ouais. Et en fait, c'est plutôt une sensation, parce qu'en fait, ça n'a pas été écrit et dit, plutôt qu'une réalité. Parce qu'encore une fois, moi, je trouve, on a l'exemple, nous, des fois, on va chercher des investisseurs financiers sur nos opérations. On ne les prend pas pour... des blaireaux qui servent à rien. C'est pas parce que nous, on a trouvé l'opération, fait l'opération, vendu l'opération, en fait, elle valait zéro si on n'avait pas l'argent. Ouais. Et donc, du coup, ils ont une forte valeur. Et si on se met dans la position de « Non, mais on s'en fout de celui-là. Ou de celle-là. » En fait, déjà, le gars va parvenir et puis en fait, on ne ferait pas notre opération. Et lui, à l'inverse, il va se dire « Mais peut-être... Mais moi, je mets que de l'argent. » Tu vois, des fois, ils sont sous-codés. Ils disent « Je mets que de l'argent, je fais pas grand-chose sur une opération. Pourtant, je vais prendre de la marge. » Si ça se passe mal, par contre... Si ça se passe mal, c'est toi qui es engagé. C'est toi qui prends tes responsabilités. C'est toi qui as mis tes fonds propres ou une plus grande partie. Et donc, c'est normal que tu sois rémunéré à hauteur de ton risque aussi. Carrément. Donc, du coup, je pense qu'il faut que chacun voit bien les angles morts et les points de risque qu'il prend pas ou les points de risque qu'il prend
pour que, en fait, que chacun se sente bien à sa place et en adéquation sur les montants qu'il injecte et qu'il récupère en termes de marge. Un deuxième point que je vois très souvent, c'est le côté, et c'est très lié avec l'entrepreneuriat en fait, c'est le cadrage en amont du projet. Avec, tu vois, comment est-ce qu'on sort, s'il y en a un qui est malade, s'il y a une personne qui est plus engagée, qui arrête de travailler, comment ça se passe, quoi, tu vois. Ouais, je reprends une phrase de Seb qui dit souvent, c'est tout ce qui peut être dit peut être écrit. Et je suis totalement d'accord là-dessus. Et de super avocats existent. Le rôle de l'avocat, pour moi, ou en tout cas de la personne qui est de l'OA ou du juridique qui va rédiger les contrats, c'est de retranscrire les accords qu'on a entre nous à l'écrit, de la façon la plus claire possible, compréhensive pour toutes et tous. Et ça se fait par des pactes d'associés, ou ça se fait par des statuts qui vont régir certains éléments, plutôt des pactes d'associés. Mais encore faut-il en avoir parlé. Et ça, c'est souvent le problème. C'est-à-dire que c'est pas évoqué. Alors, c'est comme dans le mariage. Hein. Avant de se marier, on préfère pas évoquer les causes du divorce. Ouais, ça fait pas divorcer. Mais c'est comme les testaments, ça fait pas mourir. Et anticiper ou prévoir un contrat, certains trouvent que c'est pas dans la logique des choses, mais ça fait pas divorcer de base. Au contraire, on cadre les choses. Et à mon sens, ça encadre mieux les règles de vie commune que de ne pas le faire et de ne pas le dire. Et donc, du coup, une des mauvaises pratiques, c'est de ne pas évoquer tout ça. Donc, on peut mettre plein de clauses, mais je pense qu'il faut clairement donner les responsabilités et les rôles de chacun et indiquer, peut-être avec une grille succincte, peut-être pas trop détaillée, mais le pourcentage de marge attribué à chaque chose et s'impliquer sur chacun des éléments, les uns les autres, en l'indiquant. Ça peut être fait opération par opération. Parce qu'il y a des opérations qui vont être très différentes. C'est sur notre secteur, c'est pas sur notre secteur. On a du temps à y consacrer, on n'a pas de temps à y consacrer. On a des fonds propres à ce moment-là ou pas, etc., etc. Et ça peut être fait sur la boîte au commun si on a une association plus long terme. Ça, c'est un peu les éléments que je vois. C'est hyper intéressant de voir ça parce que c'est là où on se rend compte en fait que le marchand, ça reste... C'est ce que je dis toujours, c'est de la PME en fait. Tu vois, c'est exactement les mêmes pratiques. C'est la même chose pour avoir accompagné pas mal d'entrepreneurs, monter des boîtes, etc. C'est vrai que la cause principale de désalignement entre les associés et les fondateurs, c'est principalement un mauvais cadrage au démarrage. Il y en a un qui veut devenir, qui est entrepreneur, qui veut devenir, je sais pas quoi, en cours de route, tu vois, changer de carrière. Et là, qu'est-ce qu'on fait, quoi, tu vois. Et si on n'a pas cadré ce truc-là au démarrage, c'est là où on se plante et ça peut être dramatique si on est ami avec ces personnes-là. Et ce que je vois aussi beaucoup en entretien, c'est y a des personnes qui juste se disent bah oui mais au cercle je vais m'associer avec des gens je les connais pas forcément énormément, oui mais il envisage de s'associer avec des personnes qu'il a rencontrées sur LinkedIn qui connaît ni Dev ni d'Adam. Il y a un sujet de à quel point on est capable par la sélectivité des profils qu'on va intégrer au sein du cercle être capable de savoir sur qui on va tomber, quoi. Bah ça c'est sûr que dans l'immobilier et dans les associations, mais le combo entre les deux, là, ce mix-là, peut faire des étincelles et ça peut partir en vrille facilement. Ouais. Parce qu'il y a des sommes en jeu qui sont importantes. Et dès qu'il y a de l'argent en jeu, et sur des opérations immobilières, il y a des sommes en jeu en dizaines, plutôt en centaines de milliers et en millions, ça peut vite faire tourner la tête. Ouais. J'en vois tous les jours des personnes qui disent ouais non mais je me suis associé avec lui, c'était le pote d'un pote mais en fait ça s'est pas très bien passé, la marge n'était pas bonne. Oui, tu m'étonnes. Ouais, alors j'ai vu des opérations mal se passer pour des conneries des fois et des associations mal se passer pour des conneries et des marchands s'embrouiller pour des broutilles et pour des broutilles sur des opérations qui ont très bien marché, genre ouais, je n'étais pas d'accord avec une dépense à la con, hein, 400 000 balles, 4 ou 5 000 balles, pardon, sur une opération avec une marge à 200 000, quoi. Alors, bon, oui, c'était peut-être pas la bonne dépense, mais des fois, il faut regarder un peu macro et voir la boîte, quoi. On prend pas toujours des bonnes décisions, on est humain, etc. Et souvent, c'est des problèmes plus humains et plus, comme tu l'as dit, je change de vie, je change d'envie. D'un coup, j'ai pété un câble et j'ai envie de faire autre chose, ou je suis dans une phase où je suis pas bien à titre perso parce que je me sépare, ou au contraire, j'ai d'autres aspirations, ou je rencontre quelqu'un, j'ai envie de m'occuper de mes enfants, etc. Et en fait, c'était pas prévu dans le track de cette association. Et c'est comme ça que ça commence un peu mal, un peu de friction, et voilà. Donc je pense qu'il faut savoir dire les choses, il faut savoir parler.
il faut aussi voir macro, encore une fois, sur les opérations. Il faut se dire que les opérations, c'est comme des mini-projets. C'est l'avantage de l'activité de marchand de dire bah, j'ai un mini-projet ou un gros projet, mais ce projet-là, j'avance avec la personne qui me semblait bien. On a réparti les tâches, on a réparti les rôles et on est OK là-dessus. Il faut que personne se sente lésé. Ça, c'est hyper important. Si quelqu'un se sent lésé, ça marche pas et ça finit mal. Et avec tout ça, déjà, je pense que c'est pas mal. Et je pense qu'il faut aussi, on n'a pas trop parlé, s'aligner un peu sur les valeurs des personnes. Et pas le faire uniquement de façon opportuniste, dans le sens, il y a un gros coup à faire, je peux gagner beaucoup d'argent, je vais m'associer avec ce mec. Parce que si le mec est puant, je dis le mec, la nana, peu importe. Si la personne, ça va pas, et que les humains, ça se passe mal, ça a beau être une belle opération, elle peut partir en vrille aussi, ça peut très mal se passer, et certains pensent que l'argent n'a pas d'odeur, j'entends. Mais quand même, faire des opérations avec des personnes avec qui on est bien et avec qui on fit, c'est quand même mieux et plus agréable, je pense. Et qui on s'entend bien, qui respectent la parole des uns et des autres. Et justement, tu disais sur LinkedIn, je rencontre quelqu'un ou n'importe où, cousin du cousin de l'ami, avec qui je fais une opération, qui me finance ou que je finance son opération. Il y a plus de chances que ça parte en vrille. Pour ça, le cercle, je pense que ça, c'est un bon point. Un garde-fou, ouais. Parce que c'est un garde-fou, parce qu'il y a eu une certaine sélection, il y a eu une formation des membres. Donc on évite les touristes, on évite les gens pas cadrés, on les accompagne là-dessus. Ils comprennent un peu ça, parce qu'on leur en parle. Parce que ce qu'on dit là, on leur en parle à tous, ils le savent. Donc ils comprennent et ils ont évoqué du coup ces choses-là. En fait, on les a éduqués là-dessus. Et malgré tout, il y a des associations qui se passent mal, même dans le cercle, hein, je ne dis pas. Mais je pense que, alors on n'a pas de stats là-dessus, mais je pense que ça réduit le pourcentage d'échecs. C'est sûr qu'en fait, pour donner un peu le contexte, on sélectionne sur 3 critères qui sont la performance, l'engagement et la culture. Donc déjà, en fait, on a un alignement à la fois sur les envies, les ambitions, les valeurs. Et puis aussi, la méthodologie, en fait, elle est uniforme, homogène, donnée à l'ensemble des membres. En fait. Ouais. Donc on est sûr, en fait, qu'on ne va pas faire n'importe quoi en théorie sur l'exécution de les opérations, quoi. Ben voilà, donc on sait toujours que c'est des activités qui sont entrepreneuriales, donc par nature à risque. Néanmoins, on essaye d'encadrer ce risque-là. Je pense que sur les associations, en tout cas, c'est un véritable levier d'accélération pour toutes les raisons dont on a évoqué. Mais à un moment donné, on a 24 heures dans une journée. Et si on veut se laisser un peu de temps pour vivre et dormir et manger, et qu'on veut accélérer, faire plus d'opérations, un fort moyen d'accélération, c'est l'association. Il y en a d'autres. Le recrutement, la structuration interne d'une boîte ou externe, mais c'est un autre sujet. Mais je pense que l'association, ça peut être un bon moyen sur les opérations de marchand. En sachant tout ce qu'on s'est dit là, je pense que le taux que je vous disais de 80-90% des associations qui partent en vrille, on peut vraiment le réduire si on a fait toutes ces choses-là. C'est-à-dire mettre en place un pacte d'associés, avoir discuté des différentes parties d'une association, qui fait quoi, qui met quoi, etc. Que chacun respecte ses engagements, être avec des personnes qui ont un certain fit avec nous-mêmes sur la façon de voir les choses. Je pense que ça aidera. Trop cool. Bah, merci Ben. Mais avec plaisir. C'était très intéressant de discuter de ça. J'espère que ça vous a plu. Là encore, on veut vos avis, on veut vos retours, vos opérations avec des associés ou pas, qui se sont bien passées ou pas. Et si ça s'est mal passé ou bien passé, bah, peut-être nous dire pourquoi. On a plein de cas de figure, mais c'est toujours intéressant d'avoir vos retours sur ce type de vidéo et si ça vous aide un petit peu à y voir plus clair et à peut-être vous ouvrir les chakras sur la possibilité de vous associer pour ceux qui n'y avaient pas, ou au contraire de vous dire oh non, je veux vraiment pas ça, si jamais vous ne le voulez pas. N'hésitez pas à nous raconter les petites histoires en commentaire que vous avez pu vivre, ou alors si vous n'avez pas envie de parler de vos associations, vous commencez la phrase par un pote m'a dit que, et puis on comprendra. Voilà, on comprendra. Voilà. Ça sera très bien. Bon, ben voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Merci Pierre-Emmanuel d'avoir été mon copilote sur cette vidéo. La chaîne YouTube du Cercle, vous vous abonnez, vous cliquez autour, vous activez la cloche, les commentaires, on vous les a dit, vous nous les mettez. Un like, un j'aime, un repartage à vos collègues marchands. Et puis ça nous fera toujours plaisir. Plus, ouais. Ça peut sauver des associations. Hein. Ça peut sauver des vies. Cette vidéo sauve des vies. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye. Ciao.